Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci, tout semble aller bien aux fidèles musulmans, à vous, le peuple martyr de Guinée. Que Dieu nous aide. À ce jour de la nuit du destin, comme le destin signifie ou désigne une puissance supérieure à la volonté humaine qui régirait le cours des événements, l'existence du destin présuppose que l'histoire à venir d'un homme, d'une société, de l'humanité tout entière, encore de l'univers, serait déjà écrite et ne pourrait être modifiée par l'homme. Très cher ami, aujourd'hui c'est la nuit du destin pour nous les musulmans. Donc 94 ou 16% de la population guinéenne. C'est une nuit sacrée. Prions cette nuit sacrée pour les musulmans. Très cher ami, notre pays va mal. Notre pays va très mal. Comme nous dit bien les préceptes de l'islam, de notre religion, que la nuit du destin est sacrée, où les musulmans sont censés se concentrer davantage sur leurs prières. C'est aujourd'hui, cette nuit d'Al-Khad, décrit comme la meilleure que 1000 mois dans toute une vie. Cette seule nuit, consacrons notre prière sur le bien-être de notre pays, pour que le Tout-Puissant Allah nous aide à nous débarrasser de ces démons. Cette nuit, du mercredi au jeudi, 26 au 27 septembre, appelée aussi nuit du destin, elle se déroule dans ce dernier jour du mois saint de Ramadan. Que notre prière, que la prière de ce peuple martyrisé, de ce peuple terrorisé, de ce peuple affamé par un groupe de bandits armés qui détruisent. Tous les jours que Dieu fait, la Guinée ne fait que s'enfoncer dans l'abîme de la misère. Prions le Tout-Puissant de nous débarrasser de ces démons. Que dirais-je? Au-delà de cette puissance, que peut-on dire encore que de dire qu'avant de guérir quelqu'un, demande-lui ce qui occasionne sa maladie. Avant que Dieu nous aide, peuple de Guinée, jeunes de Guinée, c'est à nous de faire un diagnostic, un constat sur notre vie. Notre pays va mal. On n'a plus besoin d'expliquer. Imaginez, dans un pays où le clientélisme, où l'achat des consciences devient un outil de gouvernance, il suffit de créer une page pour dire Mamadi est le plus grand, il est plus gros ou grand, ou il est plus fort, il travaille bien, c'est un homme de paix et ceci, pour qu'on te donne un décret. Le décret en Guinée, le décret présidentiel n'a plus de valeur.
c'est pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays que durant 4 ans, toutes les semaines, pour ne pas dire tous les jours, il y a un décret qui tombe pour nommer un va-nu-pieds. Même les repris de justice. Le DGA de l'OGP, c'est quelqu'un qui a été condamné pour la fraude des cartes de crédit aux États-Unis, enchaîné et rapatrié. C'est lui qui est le DGA aujourd'hui de l'OGP, un nommé Jano Koumassa. Cerise sur le gâteau, c'est ce jeune va-nu-pieds qui se dit, qui a interrompu, il semblerait, ses études en 3e année de droit à l'université de Symphonia, Fama Kanté, qui était avec, comment elle s'appelle encore, Mandian Sidibé en France, qui faisait d'abord, c'était les porte-voix de FMDC, après de l'UFDG. Maintenant, il fait les éloges d'Amara, de Mamadi Doumbouya, et on le colle ce matin-là, un décret passé lu par Amara Kamara, qu'il est nommé comme directeur adjoint de l'OGP, la Société nationale du pétrole. C'est-à-dire, Mamadi envoie ce message-là aux jeunes Guinéens. Il faut comprendre. Il dit, j'ai braqué un pays pour assister à la répartition du gâteau, c'est-à-dire le butin que j'ai braqué. Faites-moi l'éloge, chanter et dire que je suis Dieu sur terre. Je vous appellerai à la mangeoire. C'est-à-dire, Mamadi envoie ce message-là aux jeunes Guinéens que ce n'est ni la compétence ni l'effort qui paye, mais c'est le clientélisme. C'est-à-dire, il suffit de faire l'éloge du petit prince, mentir sur son pays pour être promu. Combien de jeunes compétents qui sont même dans la boîte de l'OGP, qui ont plus de 5 ans, 10 ans d'expérience, on va prendre un va-nu-pieds, c'est-à-dire qui est entré un exilé soi-disant, qui est en France là-bas, sans aucune reconnaissance, c'est-à-dire il n'a aucune expérience, il n'a même pas un diplôme académique. Quelqu'un qui n'a pas achevé ses études en Guinée, il est parti en France, il n'a rien fait, d'abord Belgique, après France, on le bombarde les titres comme ça. Comment voulez-vous que le pays démarre? Avec les incompétents. Quand tu prends Diba Diakité, Amara, mais Mamadi même, voyez-vous, c'est-à-dire le diagnostic est fatal. Tout jeune Guinéen sait ce qu'il faut pour ce pays. Tout jeune Guinéen est conscient aujourd'hui qu'avec ces gens-là, c'est-à-dire c'est l'abîme. Que peut-on faire? C'est de faire une violence à nous-mêmes, se révolter contre nous-mêmes de notre inaction pour affronter Mamadi. Parce que ce combat n'est pas un combat personnel. On ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour soi-même. On aime dire en Guinée, il faut profiter, faire comme les autres. Mais si tout le monde faisait comme les autres, comment peut-on parler du bien commun? Comment peut-on parler du développement de notre pays? Ne soyons pas lâches de l'histoire. Ce pays qui s'appelle la Guinée, la République de Guinée, proclamée le 28 septembre 1958, nos dévanciers ont tout sacrifié. La Guinée a été le pays pionnier de l'émancipation du peuple africain, seul contre tous, pour dire non aux colons. C'est nous, cette génération, qui va abandonner ce pays-là dans la main des narcos.
c'est nous qui vont fermer les yeux, voir la destruction de notre pays sans rien faire. Parce que un peuple orphelin, c'est un peuple qui n'a pas d'éclaireur, c'est un peuple qui n'a pas de leader. Ce peuple de Guinée est aujourd'hui orphelin. Par la faute de qui? Par la faute de nous, qu'on appelle l'élite. Tous ceux qui ont été à l'école, tous ceux qui ont une influence sociale, que ce soit les religieux, les hommes d'affaires, c'est nous qui sommes à la base de la destruction de notre pays. Dire que la population est silencieuse et inactive, c'est parce que l'élite a démissionné, parce que c'est l'élite qui conscientise la population, qui éclaire la population, qui fait que la population prenne conscience de leur état. Mais si l'élite là même se donne aux yeux de propagande et dans la facilité à monétiser sa conscience, comment est-ce que voulez-vous que ce peuple-là réagisse? Ce n'est pas possible. Mais Dieu faisant, laissez le temps dévaler. Ils ne seront pas et ils ne pourront pas faire semblant éternellement. Aujourd'hui, il y a ces hommes politiques dans le passé qui nous chantaient d'être égalistes, que eux, leur conviction, c'était le droit de l'homme. Leur conviction que c'était la démocratie dans le pays. C'était la libre expression. Aujourd'hui, c'est ces hommes politiques, en référence M. Baouri, qui passent partout pour faire la promotion de Mamadi Doumbouya. Quelle honte! Qui n'a pas écouté ici Ousmane Gawal nous dire la manifestation, c'est un droit constitutionnel? Qui n'a pas entendu Baouri, Ousmane Gawal, Mori Kondé, Nyalem Bari et tant d'autres dire que Alpha Condé a fait un coup d'État constitutionnel? Et c'est les mêmes qui font aujourd'hui la promotion d'un coup d'État sanglant militaire de Mamadi Doumbouya. S'il faut choisir entre un coup d'État constitutionnel et un coup d'État militaire sanglant, il n'y a pas photo. On ne peut pas être contre un coup d'État constitutionnel et applaudir un coup d'État militaire. Ce n'est pas possible. Mamadi n'est pas venu par la voie légale. Mamadi n'a pas eu l'option du peuple comme au Mali, comme au Burkina, au Niger. Aucune manifestation populaire n'a conduit ce coup d'État. Ce coup d'État, c'est un groupe de bandits soutenus par les mercenaires français et américains qui ont renversé le pouvoir guinéen. C'est un complot contre la Guinée. Nous le voyons tous les jours. C'est pour mettre main sur nos richesses, mettre notre pays dans le précaré des pays sous colonisation, sous domination, dans le néocolonialisme. C'est ce que nous vivons aujourd'hui en Guinée. Quand la France coloniale quittait l'Afrique, il y a un certain docteur Ballet qui était un colon qui vivait en Guinée, disait aujourd'hui les Africains demandent leur indépendance. Il dit la Guinée veut être autonome. Il dit mais je vous promets dans 100 ans nous allons revenir. Voilà 66 ans après, à travers un rejeton de Mandin, un enfant né dans l'indifférence des parents, Mamadi Doumbouya vient donner la Guinée sur un plateau d'or à ses colons français.
La Guinée n'a jamais été comme ça. Mamadi est en train de détruire, déchiqueter la Guinée. C'est-à-dire il faut maintenant 50 ans pour que... Parce que quelqu'un qui détruit l'administration d'un pays, il a détruit ce qu'on appelle le socle de ce pays. Parce que toute société est le reflet de son administration. Mais regardez aujourd'hui comment, c'est-à-dire même les Banabanais, c'est-à-dire la Guinée, on ne peut même pas expliquer. Nous voyons tout ce qui se passe. Demain, c'est les mêmes qui vont venir. La Guinée, c'est un pays, disons, d'événements ou de l'histoire manquée. La Guinée n'a jamais progressé. Mais ceux qui retardent la Guinée, on leur connaît, ils ont un nom. C'est là, tout le monde voit. Mais par l'inconscience, on ne peut pas accepter ces excuses, c'est trop facile. Parce que moi, je me méfie souvent de ceux qui s'excusent rapidement dans une simplicité, disons, débordante. Or qu'eux-mêmes, ils connaissent la cause. Très cher ami, on ne peut parler de la Guinée du XXe siècle sans parler de la sagesse et la patience qui font la vertu de cet homme, le professeur Alpha Condé. Vous savez, la patience, c'est cette vertu qui est difficile pour un homme d'État, pour un homme politique d'atteindre. Mais la patience ne veut pas dire la passivité ou l'abstinence. On agit dans le silence. Très cher ami, notre pays est au bout du gouffre. Parce que fais ce que toi seul peux faire. Nous tous, tout Guinéen conscient et responsable peut agir aujourd'hui. Il ne reste que parler à nos parents, leur expliquer réellement ce qui se passe dans ce pays. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher les théories académiques, aller fouiller, je ne sais pas ce que les économistes appellent macroéconomie ou quoi. Tout est devant vous. Prenez un exemple trop simple. Avant le 5 septembre 2021, le sac de riz, le riz qui est notre aliment de base, coûtait à combien? C'était moins de 240 000 francs guinéens. Le même sac de riz, la qualité, la quantité n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est 360 jusqu'à 400 000 francs guinéens. La cherté de la vie. Prenez d'autres condiments en cette période de pénitence. La difficulté, la misère, il y a des gens qui gênent, même le soir pour le déjeuner, ils n'ont rien dans la famille. Un père de famille qui sort en cachette à 5 heures du matin de la mosquée, il se pavane dans le quartier pour ne pas rentrer à la maison parce qu'il a honte du regard de sa femme pour la popote. Un père de famille qui ne peut assumer les charges familiales, il sait qu'il a perdu les 90% de son autorité. Ne soyez pas étonnés, les cas de AVC, de stress, de tension, c'est dû à ça. Très cher ami, on devient ce qu'on veut être. Certes, nous prions Dieu de nous aider, mais tout dépendra de nous. Parce qu'on n'a plus d'excuses. Nulle part au monde, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, nulle part au monde ne peut se passer sans que la population ne se révolte. Parce que dites-vous que toute personne qui doit rabaisser les autres pour se sentir puissant,
pour se sentir fort, n'est qu'en réalité une personne faible. C'est ça la caractéristique de Mamadi. Ce pays est détruit devant nous, dans l'impuissance et dans la lâcheté de l'intelligence chia guinéenne. Nous n'avons pas d'excuses demain si nous laissons ces petits brigands, ces bandits décapiter, détruire la République sans que nous réagissons, sans que nous sensibilisons nos frères, nos parents. Soyons un peu indulgents de nos mamans à Boké, où hier c'était à Kolabouni, à Kindia, où on distribue de l'argent public à la population qui a faim. Dans cette préfecture, il y a 2 mois de cela, une femme est décédée parce que les médecins l'ont dit qu'ils ne touchaient pas à l'hôpital de Kamsar, qui doit libérer le lit parce qu'il n'a pas de l'argent, elle est morte. C'est dans cette même préfecture que Ahmed de Paris, un guignol du CNRD, un escroc de père en fils, va distribuer de l'argent à des gens pour leur mobiliser, pour soutenir la candidature de Mamadi. Dans cette même préfecture, où des centaines de milliers de personnes souffrent aujourd'hui des problèmes pulmonaires parce que la poussière de la terre rouge, la bauxite qu'on extrait dans cette zone, la population est tourbie. On vient acheter avec l'argent du pays, on achète la conscience de nos mamans. Les 80, disons 70% de la population guinéenne analphabète. Ils ne comprennent pas que l'argent qu'on est en train, les miettes qu'on est en train de leur donner, que c'est pour leur endormir, pour ne pas qu'ils réfléchissent. Parce qu'ils savent que c'est l'argent-là, en principe, qui doit construire les dispensaires, qui doivent construire les écoles pour leurs enfants, qui doivent bitumer les routes. C'est cet argent-là qu'on détourne pour acheter la conscience des gens, pour ne pas qu'ils réfléchissent sur leur situation. Comme on distribue des décrets aux jeunes, pour ne pas qu'ils réfléchissent sur leur avenir. C'est ça aujourd'hui la Guinée de Mamadi. Imaginez-vous, avant le coup d'État de 2021, le 5 septembre, la Guinée exportait déjà 80 millions de bauxite grâce à des réformes que le professeur Alpha Condé a engagées. Parce qu'avant l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2010, la Guinée n'exportait que 15 millions de tonnes. C'est avec les réformes structurelles de 3 sociétés minières, on est passé aujourd'hui à 45 sociétés minières en Guinée. Et les plus grandes sociétés minières du monde sont en Guinée. Tout ça, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Et toute cette réforme qui a pris des années, Alpha l'a dit, il a répété, que la Guinée, détenant les 2/3 des réserves mondiales de bauxite, doit être le premier exportateur de bauxite au monde. Mais lorsqu'il venait, la Guinée était le 7e exportateur. C'est avec ces réformes que la Guinée est devenue 2e exportateur. Aujourd'hui, la Guinée est le premier exportateur de la bauxite au monde, avec 125 millions de tonnes par an. Mais où est-ce l'argent la part? Personne ne sait. Mais il y a un dossier qui doit sortir dans les jours à venir et ça a été concocté par un groupe d'experts, de journalistes qui ont fait des enquêtes sur le détournement des biens publics. Vous savez, Donald Trump, à l'heure là, il est intraitable sur ça. Donc le dossier a éclaté où l'implication de la famille directe de Mamadi et d'Amara et bien d'autres, les jours à venir, nous saurons, parce que c'est connu. Comment voulez-vous un pays
qui est exploité à ciel ouvert. Alpha Condé prenait 15% des recettes minières pour injecter ça dans le programme d'agence nationale ANAFIG pour les collectivités locales. Il n'y a pas une collectivité locale en Guinée où il n'y a pas eu un projet de réalisation, soit des biens communs, les marchés, les dispensaires, les écoles, les piscicultures. Toutes les sous-préfectures en Guinée, pour la première fois dans l'histoire, ont eu un budget au moins de 2 milliards de francs guinéens au temps d'Alpha Condé. Mais tout a disparu. Et pourtant, le volume d'exportation a augmenté parce qu'au temps d'Alpha Condé, c'était 80 millions de tonnes. Aujourd'hui, on est à 125 millions de tonnes. Mais ANAFIG, on ne verse plus les 15% pour ANAFIG. L'argent là sert à quoi? À Mamadi à entretenir le niveau de vie lâche de Mamadi et son entourage, acheter des armes et acheter la conscience des Guinéens. L'argent qui doit servir au développement, il parle du développement, mais c'est les gens qui ne comprennent même pas le concept du développement. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas développer un pays dans l'illusion, dans l'utopie. Ce n'est pas en achetant la conscience des gens ou en faisant les travaux bling-bling. Comment voulez-vous qu'à Bofa, il nous dit l'usine de l'alumine à Bofa. Bofa n'a ni le courant ni l'eau, qui est dépourvu de tout. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais il y a des prédispositions déjà à prendre avant de lancer un projet. Mais ils vont faire, vous savez, hein, ils savent faire ça. C'est du propagande. Tout ce qu'on fait voir aux Guinéens aujourd'hui, il faut comprendre. Les gens là n'ont pas pu maintenir ce qu'ils ont trouvé du bon. Donc ils ne peuvent pas faire du bon pour la population guinéenne. Ce n'est pas possible. Le développement, ça se programme, ça se planifie. Et c'est à partir d'une vision de court, moyen et long terme qu'on développe un pays. Et le développement doit partir sur une base solide, c'est-à-dire l'homme doit être au centre du développement parce que c'est l'acteur et le bénéficiaire du développement. Tu ne peux pas appauvrir une population en disant à cette population que tu es en train de développer. Les infrastructures, c'est l'embellissement. Faire les routes, c'est bien beau. Mais les routes à péage, combien de Guinéens pourront avoir pour passer de Kabélé à Tanene? Il doit payer 20 000 francs guinéens tous les jours. Mais je ne pense pas s'ils sont nombreux. Avant de penser pour faire les autoroutes à péage et tout ça, là, il faut penser d'abord à construire les dispensaires dans les villages. Il faut commencer déjà à réhabiliter les routes publiques qui sont là. Mais imaginez-vous, pour 50 km de route, dire de Kagbelin-Tanene sur leur route à péage là, 387 millions de dollars pour 50 km. Nulle part au monde vous ne verrez ça. 1 kilomètre à 7 millions de dollars, ça n'existe nulle part sauf en Guinée. Et l'argent là, qui va payer? C'est vous, c'est moi, c'est nos enfants demain. Parce que c'est un crédit qu'on prend avec la France et exécuté par une société française. C'est comme si tu donnais par la main droite et tu retires par la main gauche. 1 kilomètre de route à 7 millions de dollars, vous verrez nulle part au monde, vous ne trouverez ces travaux-là, c'est-à-dire ce débit-là. C'est ça que Mamadi nous présente dans ces jours-ci. Très cher ami, vous savez, l'armée n'est pas faite pour construire un pays. L'armée est faite pour défendre le pays. Dans la cité, dans la société, chacun
a un rôle à jouer. Les médecins traitent les patients dans les hôpitaux. Les enseignants enseignent les enfants dans les écoles. Les agriculteurs produisent les biens de consommation. L'avocat défend des jeunes. Le militaire défend la nation, l'intégrité territoriale. Mais le militaire ne peut pas se régir en institution de gouvernance dans un pays. La Guinée est militarisée aujourd'hui. Dans un pays où l'on manque jamais d'audace, quand il s'agit de détourner ou de détruire les institutions rétablies au nom d'une soi-disant refondation, voici que le génie militaire guinéen rêve désormais à être le maître d'œuvre de la construction de la Guinée. Vous avez écouté récemment une des interviews d'Idi Amin. Mais si le génie militaire dispose les moyens matériels, les machines, mais j'ai bien peur que le génie militaire n'a pas, pour le moment, les compétences pour exécuter ces grands travaux. Certes, dans l'armée, j'ai beaucoup de promotionnaires. Certains venaient du domaine du droit, de l'ingénierie, de la médecine, il y a tout corps confondu. Mais une fois qu'ils ont été recrutés, parce que c'était les jeunes étudiants qui n'avaient pas encore travaillé, tout ce que vous voyez, les capitaines, commandants et tout ça, aujourd'hui, c'est les recrues à partir de 1990, 95 et tout ça. On était fraîchement sortis de l'université. Nous sommes partis au kilomètre 36 pour nous allouer et tout ça. Bon, par après, moi, j'ai eu, disons, une chance pour être recruté par le programme des Nations Unies pour le développement. J'ai été affecté au Togo. Donc, je n'ai pas attendu des autres procédures. Mais tous mes amis à l'époque, il y a beaucoup qui sont dans l'armée aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont officiers supérieurs aujourd'hui. Mais c'est les gens qui sont venus avec une connaissance théorique, mais ils n'avaient pas l'expérience parce qu'on n'avait même pas commencé, on cherchait le boulot à l'époque. C'était l'armée, vous savez, lorsque Lansana Conté, son groupe est venu, l'armée était devenue le pourvoyeur d'emploi et puis tout le monde courait vers l'armée parce que c'est comme ça qu'on a recruté beaucoup de gens et comme l'armée guinéenne était vieillissante aussi, Lansana Conté a voulu renouveler. Donc c'est comme ça que beaucoup de jeunes sont rentrés. Mais beaucoup n'ont pas eu l'expérience de travail avant de rentrer dans l'armée. Aujourd'hui, tu peux leur donner, certes, il y a certains avec le temps, parce que j'ai des amis qui sont médecins et tout ça, là, commandants, colonels, ils exercent, pharmaciens, médecins et tout ça, ils exercent. Mais dans le génie militaire, ils n'étaient pas exacts, c'est-à-dire ils ne sont pas encore mûrs pour faire les travaux d'envergure. Même si tu leur donnes tous les moyens du monde, certes, on dit que les infrastructures militaires ne sont pas construites comme les infrastructures civiles. Mais s'il faut donner toutes ces panoplies, c'est-à-dire faire les militaires, les bâtisseurs, les terriens, les urbanistes, les ingénieurs à tout terrain, je me dis qu'à ce rythme-là, on risque de se réveiller demain, voir les militaires gérer les écoles, les hôpitaux et voir même les boulangeries. On n'a rien contre les militaires, mais chacun a un rôle à jouer dans une société. Parce que la société, c'est un système cohérent, c'est en équipe. Rien n'est détaché de l'autre. Il y a une certaine interconnexion. Tu ne peux pas dire dans une société que le médecin est plus important que l'enseignant. Parce que pour être médecin, il faut être enseigné par un enseignant dans une école. Tu ne peux pas dire dans une société
qu'un avocat est plus important qu'un ingénieur en génie civil. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? On donne la primauté, on se dit que c'est par la force qu'on peut faire les bonnes choses. Mais laissez-moi vous dire, vous savez, la force physique, c'est l'expression de la puissance. La force physique, quand il est mal utilisé, surtout dans un contexte où on fait appel à l'intelligence, en ce moment, la force physique devient l'impuissance de la compréhension, l'impuissance de l'argumentation, parce qu'on ne résout pas un problème, c'est-à-dire un problème d'une nation qui demande une réflexion avec la force. On peut toujours essayer de faire peur des gens, de leur intimider pour un certain temps. Mais laissez-moi vous dire, on ne peut pas intimider tout un peuple durant tout le temps. Et cette force qu'on a aujourd'hui est éphémère. Parce que la chose la plus limitée dans le temps, c'est la force physique. Il a trahi, il sera trahi. Il a trompé, il sera trompé. Il a fait pleurer des familles, sa famille pleurera demain. C'est ça le sort de Mamadi. Et ça, personne n'y peut. Mais il faut croire. Vous savez, j'aime dire souvent, que j'aime agir dans l'optimisme. Pour moi, le pessimisme, c'est comme si tu déclarais la défaite en avant. Vous savez, très cher ami, on n'apprend rien du succès quand tout est beau, quand tout va bien. On apprend tout de ces échecs. Parce que l'échec fait mal. Parce que l'échec nous fait asseoir et tirer les leçons. Et moi, je me nourris souvent de la philosophie de mon grand-père. Il me disait toujours, il faut renaître. Il dit, ne te décourage jamais. Tout ce qui t'arrive, c'est que Dieu a voulu. C'est ton destin. Il faut renaître. Renaître après un divorce. Renaître après une maladie. Renaître après un échec. Renaître après un coup d'État. Une déception. Et repartir. Se lever debout. Repartir jusqu'au bout. Ce n'est pas vrai ceux qui disent qu'après un coup d'État ou après une trahison, que tout est fini. Il faut tourner la page, comme on disait. Non, il faut renaître. C'est quand j'ai rencontré certaines personnes qui ne partagent pas les mêmes idées que moi au départ, après ce coup d'État, qui me disaient souvent, tu es frustré, excusez-moi. Certains me disaient, tu es frustré, c'est ceci, c'est cela. Je leur ai dit, ce coup d'État-là, tout Guinéen va payer ce coup d'État-là. J'ai dit parce que ce coup d'État-là est, du début à la fin, le discours, le narratif, c'est sur le faux. Aujourd'hui,
ceux qui disaient que le coup d'État était salvatrice, c'est ceci, c'est cela, ils sont où aujourd'hui? On voit les responsables, les Founikemengue ont disparu, on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Les opposants, Cellou Dalein est aujourd'hui en exil, sa maison, tout, on est en train d'exclure. C'est pourquoi lorsqu'on a dit que RPG et UFDG est suspendu et que l'UFR est... tout ça, c'est un jeu. Mamadi ne veut plus de... C'est-à-dire, le programme de Mamadi, depuis le départ, il s'est accaparé d'un pays. Tout obstacle devant lui doit l'écraser. C'est ça que nos leaders doivent comprendre. Mais certains se cachent encore dans leur ego. Et je prie Dieu que le jeune frère Alouba sort de ces péripéties, parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays dire que Mamadi n'est pas mieux que Dadis, que cela te revient plus de 2 ans de condamnation, parce que le procureur aujourd'hui a dit que 2 ans c'est peu. Donc ils veulent condamner Alouba, son recours là. Ne soyez pas étonnés qu'on dit 5 ans ou 6 ans de condamnation. Le fait de dire, mais qu'est-ce que Alouba n'a pas dit sur Alpha Condé? Il n'y a pas ce que les opposants dans les radios, on insultait père et mère d'Alpha Condé à la radio. Il y a un de ses ministres qui l'a dit un jour, mais monsieur le président, pourquoi tu acceptes que les gens t'insultent, insultent père et mère? Il a dit à ce dernier, il dit, écoute, ce pays-là, la Guinée a toujours rêvé une sorte de liberté, c'est-à-dire on a construit une sorte de mythe de personnalité où les présidents, on n'osait pas leur critiquer et tout ça. Il dit parce que la Guinée est comme un enfant qui vient d'apprendre à marcher. Il dit, si je commence à agir dès le début maintenant, là, finalement, les gens, ils connaissent rien. Il dit, d'ailleurs, ceux qui font ça, ils connaissent parce qu'ils voulaient le pousser à agir pour dire c'est un dictateur, c'est ceci. Sinon, au temps d'Alpha Condé, c'était l'unique pays en Afrique. Regardez au Burkina ou bien au Sénégal, on a vu Macky Sall mettre les députés en prison pour ne rien. On a vu en Niger une fille journaliste qui a fait une position du chef d'État qui est arrêté quelque part et on l'a mis en prison. En Côte d'Ivoire. Mais Alpha Condé acceptait tout ceci. Mais qu'est-ce que les gens disaient? Ils disaient non, Alpha Condé est un dictateur. Mais aujourd'hui, le fait de dire que Mamadi n'est pas différent de Dadis Camara, on veut condamner ces jeunes-là à plus de 5 ans de prison. D'ailleurs, le juge qui a fait le procès, le premier comparution d'Abdouba, lui, Bala Samoura l'a convoqué, il l'a giflé dans son bureau là-bas et il a appelé le ministre de la Justice. Ce dernier, entre-temps, était refusé en France. Mais qu'est-ce que l'ordre des avocats a dit sur ça? Parce qu'ils le savent. Il y a plein d'autres cas qui se passent. Mais l'ordre des avocats, bouche bée, ils ne disent rien. C'est ça, c'est-à-dire la caractéristique du Guinéen, surtout de l'intellectuel guinéen. Pour un rien, autant d'Alpha Condé, les associations, que ce soit syndicats, les presses, là, on le voyait manifester. Aujourd'hui, ce n'est pas les propriétaires des radios, Lamine Grassi, on leur donne l'argent, ils ferment la bouche, ils ferment même leur radio, ils ne parlent même pas leur radio. C'est cette lâcheté qui caractérise l'élite guinéenne. Ce n'est pas la population, le bas peuple. Souvent, tout leur regard, c'est sur nous. C'est nous qui sommes au devant de la scène. Mais si on est hypocrite, vous croyez que les gens ne voient pas? Très cher ami, tout se paye dans cette vie.
Ce n'est pas parce qu'on a échoué dans l'amour ou dans les projets qu'on va tout abandonner. Ce n'est pas parce que vous êtes déçu que vous allez tout plaquer dans la vie. Ce n'est pas parce que vous avez été trahi par quelqu'un d'autre que vous ne faites plus confiance à personne. Parce que la trahison fait partie de la vie des hommes. La leçon de la vie, c'est de le vivre. C'est vivre comme si on était éternel. C'est de se lever le matin comme si on a tout le temps devant nous et le temps est infini. Bien sûr que ça peut être un peu caricatural de voir une sorte d'agitation des êtres humains. Mais ça fait partie de la vie. De 20 ans à 90 ans, on a toujours un projet de vie. Se donner le courage que tant que Dieu nous donne la vie sur cette terre, ayons un projet. Il faut avoir un projet dans sa vie. Il faut avoir ce courage de s'accrocher à quelque chose. Il ne faut pas survivre sur cette terre, il faut vivre ta vie. À cela, tu vas mourir un jour de ta belle mort, parce que nous allons tous mourir un jour. Mais qu'est-ce qui fait la noblesse de notre combat? C'est parce qu'on s'accroche, on se donne un idéal dans la vie, quel que soit un âge. Il n'y a pas d'âge. Dire il a 80 ans, il a toute vie. Tant que nous respirons, tant que Dieu nous donne la chance physique sur le plan mental et physique, si on peut agir, il faut continuer à vivre. Il ne faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, on est face à un groupe de bandits armés qui sont en train de détruire la République, détruire la Guinée au vu et au-dessus de nous tous et dans l'indifférence totale de ce qu'on appelle la communauté internationale. Mais ne laissons pas Mamadi détruire la Guinée. La Guinée, c'est un bien commun. La Guinée, c'est la chose la plus précieuse pour nous. Ne laissons pas ce band de délinquants, de voyous, détruire ce qui est sacré. C'est pourquoi, très cher ami, à cette nuit sacrée, où les musulmans sont censés se concentrer davantage dans leur prière, qu'on décrit qu'une seule nuit de cette nuit de destin vaut plus de 1000 mois de prière. À ce jour, nous devrons prier pour notre pays. Parce que la Guinée est en danger. Prions pour la Guinée. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Au revoir, très cher. Merci.